financement public et défis pour l'industrie du recyclage en Europe. Il reste voilà, des places disponibles. On va essayer d'attirer votre attention, voilà, de vous éclairer un peu sur ce sujet, voilà, pas forcément simple. Voilà, avec au cœur de la géopolitique et des enjeux d'actualité à la fois de la France et de l'Europe. Donc en introduction, donc, je vous présente un petit peu nos panélistes. Olivier François à ma gauche, qui est le président de RIC. Voilà, donc qui dirige qui préside cette belle fédération qui est maintenant une dizaine d'années d'existence, qui rassemble l'ensemble des fédérations des États membres. Tess Pozzi, qui est responsable des affaires publiques du groupe de Richebourg Environnement. Vous savez que de Richebourg, maintenant, c'est un très grand groupe qui fait plus de 100 000 collaborateurs et donc avec une division historique sur l'environnement. Et puis Nicolas Bonnet, qui est directeur Europe projet collaboratif d'ABF Décision, qui est un de nos partenaires historiques et donc spécialisé sur ces financements européens en particulier. Donc voilà, on va faire un petit retour d'expérience, un petit bilan, et puis en introduction, j'avais envie de vous faire un retour un peu comme ça spontané de ce qu'on a vécu avec Patrick Martin et Michel Barnier donc la semaine dernière, puisque le MEDEF, donc l'organisation patronale, réunissait ses homologues allemands et italiens, et c'était un petit peu un bilan d'étape voilà, un retour sur l'Europe, sur la manière dont cette Commission européenne a fonctionné, et un retour assez douloureux, puisque voilà, aujourd'hui, tant les Allemands que les Italiens que les Français font un peu un constat d'échec de la politique qui a été menée par la Commission européenne, un constat extrêmement sévère, où on voit qu'aujourd'hui, voilà, l'industrie sidérurgique est en grand danger européenne. Les chiffres qui ont été cités, c'était voilà, un acier vert européen, c'est 1 000 € la tonne. Un acier chinois, c'est 400 € la tonne. Donc on imagine, je dirais, les enjeux de compétitivité pour l'industrie sidérurgique européenne. Ont été pointés également la céramique. Alors c'est plutôt forcément de la part des Italiens. Et puis tout le défi de l'industrie automobile, puisque voilà, la sortie du thermique est un véritable drame pour l'industrie automobile européenne. Donc forcément les grands champions, qu'ils soient français, italiens ou allemands, commencent à voir tout le drame qui est en train d'arriver, avec des pertes d'emplois massives. Et donc voilà, on est dans une situation industrielle extrêmement critique. Donc dans ce contexte, vous avez eu le rapport Letta, le rapport Draghi, qui fait un espèce de proposition de sauvetage de la productivité et de l'industrie européenne, avec des projets d'investissement colossaux, puisqu'on parle de 600 à 800 milliards d'euros qu'il faudrait investir tous les ans pour relancer l'Europe. Donc ce sujet-là a été débattu un peu plus avec Antoine Armand et avec Michel Barnier. Bon, les éléments un peu nouveaux, c'est de dire qu'il y a d'une part un fonds d'amorçage, je dirais public européen, à la hauteur de 150 milliards, mais qu'il faudrait derrière que l'investissement privé suive. Le problème, c'est que l'investissement privé, il va là où il y a de la rentabilité, et qu'aujourd'hui, la rentabilité n'est pas en Europe, malheureusement. Et à tel point qu'on évoquait 300 milliards d'euros qui quittent l'Europe tous les ans au profit des Américains. C'est-à-dire que les acteurs privés voilà, regardent où est la performance de rentabilité. Et donc l'Europe est devant une équation extrêmement compliquée et un retour sur elle-même, sur la politique qui a été conduite pendant plusieurs années, et qui est, entre guillemets, mortifère pour l'industrie lourde. Voilà, dans un contexte où voilà, les pays qui tirent la demande, on voit bien la croissance américaine qui a été le double sur les 10 dernières années de la croissance européenne. Donc voilà, il y a en espèce d'enlisement de l'Europe sur sa partie industrielle. Simultanément, on était avec Olivier au BIR, donc BIR, c'est l'Organisation mondiale du recyclage. Et on voit effectivement des pays qui montent en puissance, notamment l'Inde. On a eu cette grande croissance de la Chine qui est en espèce de stabilité. Maintenant, c'est l'Inde qui tire le sujet. Et donc, ça pose la question pour nous des matières premières, parce que donc on fabrique des matières premières et que les enjeux métalliques sont au cœur de tout ça. Et qu'effectivement, c'est une nécessité pour notre profession de pouvoir garder cette liberté de vente des matières premières.
Et donc on est devant cette espèce de contradiction de l'Europe qui aimerait se baser sur les matières premières de recyclage pour asseoir sa souveraineté, sa compétitivité. On a vu toute la difficulté dans la table ronde précédente sur les enjeux liés aux batteries. Et voilà, donc au milieu de ça, ça nous a paru intéressant de vous donner des éclairages et des retours d'expérience. Je dirais tant Olivier, en tant que groupe Gallo, en tant que président de RIC, ont eu l'occasion d'éprouver un certain nombre de ces financements européens. Le groupe de Richebourg a eu des succès récents et donc il va vous en parler. Et puis voilà, Nicolas Bonnet qui a également éprouvé cette difficulté d'affronter cette complexité. Et pour terminer, puisque j'étais bien sûr au Salon des maires dans la même semaine, et globalement ce qui ressort, c'est que l'écrasement administratif, la complexité qu'on a construit en Europe en voulant ceinture et bretelles dans toutes les dimensions, est en train de tuer simplement je dirais l'économie française et européenne. Et donc face à ça, il y a une espèce de mur lié à la réglementation. Et Antoine Armand, il a bien distingué, comment dire, l'actif circulant de la réglementation, c'est-à-dire comment on pourrait simplifier, et puis aussi comment éviter le drame de nouvelles complexités avec les nouvelles réglementations. Donc voilà, on a face à nous, je dirais, ce défi quelque part d'un pragmatisme américain qui d'abord élabore des technologies, des solutions et qui ensuite conçoit la réglementation, et puis une Europe qui fait un peu l'inverse. Et le bilan, malheureusement, il est assez difficile. Donc voilà, est-ce que la France et l'Europe arriveront à se relever de ce débat? Enfin, en tout cas, on l'espère. Je laisse la parole à Olivier. Merci Manuel pour cette introduction. Donc moi, je vais juste peut-être faire d'abord aussi un petit rappel historique au niveau européen, en revenant au traité de Rome, les années 50. Beaucoup s'en souviennent, j'imagine, autour de cette table. Le traité de Rome, il a été fait dans un objectif très précis, de protéger les petits pays contre le côté justement impérialiste des grands pays. Alors, à l'origine, le traité de Rome, c'était sur un petit nombre de pays membres, puisque c'était l'Italie, la France, l'Allemagne, le Benelux, d'accord? Mais les pays du Benelux, justement, avaient très peur de ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire d'un moment donné que les grands pays, dans une espèce de panique, qui est celle que nous vivons, il se trouve là en ce moment, ce qui n'a pas été le cas depuis le traité de Rome, de dire on veut absolument attirer l'industrie chez nous. Ce qu'il en reste, bien sûr, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ce qu'il reste, on veut absolument l'avoir chez nous, en France par exemple, ou en Allemagne. Et les petits pays avaient attiré l'attention, et vraiment le traité de Rome a été basé sur ce point de départ de dire attention, il doit y avoir un respect des capacités de compétition entre les petits et les gros, et que les gros ne tirent pas la couverture systématiquement à eux en attirant les industriels chez eux car ils en ont les moyens, à partir précisément de financement public, ce qui est le sujet du jour. Et pour illustrer ça, vous avez ça justement là depuis les jours qui viennent de s'écouler. Vous avez par exemple la France qui a décidé de remettre du côté de ArcelorMittal Dunkerque 850 millions d'euros au niveau français de subventions, ce qui est quand même déjà extraordinaire. Et moi déjà, quand l'année dernière, cette décision avait été prise par l'Élysée, puisque c'est Macron qui avait fait cette décision de 850 millions d'euros de subventions pour quoi? Pour effectivement fermer un ou deux fours hauts fourneaux, les transformer avec des fours de DRI, ce qu'on appelle de DRI, c'est-à-dire de traitement du minerai de fer par réduction, et ensuite un four électrique. Bon, ok, voilà, donc 850 millions d'euros de subventions. ArcelorMittal imaginait que c'était bien. Eh bien non, la semaine dernière, l'État allemand, avec l'État de la Sarre, puisque la Sarre, c'est donc un des Länder qui est tout proche de la frontière française, lui vient de décider de remettre à Saarstahl, qui est l'équivalent d'ArcelorMittal mais en Allemagne, Saarstahl va recevoir 2,6 milliards d'euros pour faire la même chose qu'à Dunkerque. Donc vous voyez, la France déjà, c'était complètement dingue, 850 millions d'euros pour faire cette petite modification là de process. Bon. Côté allemand, c'est 2,6 milliards. Qu'est-ce que vous voulez que des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark puissent? Ils ne peuvent pas s'aligner. Cette espèce de surenchère, c'est-à-dire de course à l'échalote, à savoir qui va payer, qui va donner le plus d'argent aux gros industriels pour les garder, c'est évidemment intenable pour les petits pays. Ça veut dire, voilà, que le traité de Rome, qui a fonctionné jusqu'à maintenant, depuis les années 50, pour faire en sorte que les petits pays membres de l'Europe survivent et aient leur mot à dire au sein de l'Europe,
Ben là, justement, ils l'ont plus. C'est-à-dire qu'on remet en cause, des États comme l'Allemagne ou la France remettent en cause les fondements du traité de Rome. Donc c'est vraiment extrêmement important parce qu'il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre les difficultés auxquelles on va se heurter maintenant. Il y aura des luttes, vraiment c'est des luttes fratricides entre les pays européens pour garder la main sur ce qui reste de l'industrie européenne. Et ça va faire, voilà, il va y avoir beaucoup de dégâts. Et il faut avoir donc ça à l'esprit parce que c'est un élément vraiment qui touche au fondement de l'Union européenne que j'appelais donc dans un message récent à mes collègues de Fédérec la désunion européenne. Là, on est vraiment sur un processus fondement de désunion entre les pays membres. Bon, voilà. Donc ça, c'est une information. Et juste aussi pour compléter ce que tu disais, Manuel, dans ton introduction, une autre information importante qui vient cette fois-ci du GIEC. On parle beaucoup du GIEC par rapport à la décarbonation, au réchauffement climatique, etc. On en parle beaucoup par rapport justement au climat. Il faut savoir qu'au sein du GIEC, il y a un atelier, alors je ne me rappelle plus si c'est l'atelier 3 ou l'atelier 4, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui rassemble des économistes. Parce qu'à la fin, tout ça, c'est encore des financements publics. Tu l'as dit tout à l'heure. La France, par exemple, ne peut plus s'endetter beaucoup en ce moment. Je crois qu'on a à peu près compris ça. L'Allemagne peut le faire. Et donc, faut-il continuer dans cette direction? Le GIEC, déjà depuis des années, a proposé une autre voie. Et très étrangement, on n'en entend pas parler. Et c'est dommage. Cette voie, c'est la suivante. C'est de dire, les États ne peuvent pas s'endetter indéfiniment dans la transition énergétique ou dans la transition écologique, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire de sortir des milliers de milliards sur des temps courts. C'est impossible. Les États ne vont pas pouvoir faire cette course à l'endettement. Ce que le GIEC a proposé, c'est la chose suivante. Il faut que les investissements qui soient faits soient garantis par les États. C'est-à-dire que pour attirer, comme tu l'as dit tout à l'heure, les fonds privés, parce que l'État ne pourra donc pas toujours sur fonds publics soutenir des investissements considérables, que ce soit dans la transition écologique ou dans la transition énergétique, il faut qu'il y ait des fonds privés. Mais les fonds privés, c'est vous, c'est moi, enfin, c'est notre capacité d'investissement. On n'a pas envie de mettre de l'argent dans un truc qui va mourir demain. Regardez, je pense que vous avez tous vu les actualités, Northvolt, voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure des batteries, il y avait la session sur les batteries. Bon, Northvolt qui était l'étoile solaire, n'est-ce pas, de l'Europe pour la fabrication des batteries pour véhicules électriques. Bon, voilà, maintenant c'est Chapter 11, c'est la banqueroute. Bon, donc, comment voulez-vous attirer des fonds privés dans des secteurs aussi dangereux, aussi pleins d'inconnus? Ce que propose le GIEC, c'est de dire, écoutez, oui, il y a des projets qui sont dangereux, mais comme toujours, quand on va faire des projets nouveaux, il y aura quand même toujours un ratio de certains qui vont flancher, qui vont s'écraser, et d'autres qui vont fonctionner. Et il faut que ça soit la garantie des États qui soit apportée, de manière à ce que les investisseurs privés qui auront mis au pot pour aider justement ces investissements d'ampleur nationale aient une garantie de récupérer au moins leurs fonds, au moins, c'est vraiment le minimum. Bon. Et si on ne fait pas ça, et pourquoi c'est important? C'est parce que vous savez que c'est des engagements qui sont hors bilan pour les États. Les garanties ces garanties qui peuvent être apportées par les États, c'est des engagements hors bilan qui peuvent jouer un rôle parce qu'à ce moment-là, effectivement, l'État ne s'endette pas plus ou les États ne s'endettent pas plus. Bon, voilà, c'était deux informations que je voulais apporter pour porter à votre réflexion en réaction à ce que disait Manuel tout à l'heure. Il y a le traité de Rome, il y a aujourd'hui un véritable danger pour l'Union européenne d'avoir une course à l'échalote avec des subventions publiques qui sont vraiment monstrueuses. Moi, j'avais une réunion avec World Steel. World Steel, c'est l'association qui s'occupe de l'acier au niveau mondial, bon, comme son nom l'indique, à Bruxelles la semaine dernière. Quand je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez de cette subvention de 2,6 milliards que l'État allemand donne à Saarstahl, l'équivalent donc d'ArcelorMittal Dunkerque, mais ils disent, ça veut dire que l'État allemand donne 100% du capital de la construction de ce qui doit être fait à Saarstahl, équivalent de ce qui serait fait à ArcelorMittal Dunkerque. L'État donne 100% du capital. Il ne reste plus à Saarstahl qu'à payer le coût opérationnel de ce qui sera la mise en route de cette installation. Vous vous rendez compte? On arrive vraiment à un niveau
de délire, excusez-moi, mais parce que quand l'État en arrive à ça, c'est quand même inquiétant. Et ça inquiète surtout, comme je disais tout à l'heure, les petits pays en Europe qui se voient évidemment dans l'incapacité de suivre une telle course-poursuite que à peu près seule l'Allemagne peut faire. Seule l'Allemagne aujourd'hui peut s'endetter dans des proportions considérables pour pouvoir faire ce jeu-là. Mais ce jeu-là est mortifère, d'une part. Et puis donc le deuxième point, c'était effectivement les garanties que peuvent apporter les États pour porter cette transition écologique et cette transition énergétique, parce qu'ils ne peuvent pas, la plupart, s'endetter plus. Voilà, c'était juste 2 éléments d'information. Non, mais pour faire un peu la transition, voilà, je trouve maintenant, voilà, on était un peu dans la théorie et j'irais faire prendre conscience un peu des difficultés devant lesquelles on est. On va essayer d'être un peu concret, un peu positif sur malgré tout des exemples de choses qui fonctionnent. Et donc voilà, peut-être un témoignage de thèse et puis on pourra continuer à faire circuler la parole. Il y a peut-être un deuxième micro, peut-être vous pouvez l'attraper. Normalement, il fonctionne, on m'a assuré qu'il fonctionnait. Donc, enfin, vous avez l'habitude avec les micros, donc je vous laisse prendre la parole sur un peu un retour d'expérience de comment le groupe de Richebourg, sur un point de vue concret, voilà, a pu mobiliser ou en tout cas certains financements dans les enjeux d'actualité. Oui, tout à fait. J'avais plusieurs exemples concrets à vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'on entend bien comme ça? Ouais. Donc, le secteur du recyclage se transforme au gré un peu des évolutions réglementaires aussi, et puis des évolutions de la demande, des attentes de certains secteurs industriels. De Richebourg Environnement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un leader sur le recyclage des métaux. Et donc là, je vais vous parler de 3 projets sur lesquels nous avons bénéficié d'aides publiques, qui sont 3 projets très différents. Sur le recyclage des plastiques automobiles, sur le recyclage des câbles donc pour la production de cuivre recyclé et sur le recyclage d'un flux très spécifique de déchets électroniques. Donc on a pu mobiliser des fonds différents à chaque fois. Donc pour les plastiques automobiles par exemple, c'est un véritable enjeu sur lequel le groupe de Richebourg souhaite anticiper les contraintes réglementaires qui vont arriver au niveau européen, puisque nous avons un règlement sur le recyclage automobile qui a été proposé par la Commission européenne l'année dernière, qui s'apprête à être discuté au Parlement européen et qui, parmi les différentes évolutions envisagées, propose un objectif de contenu recyclé en plastique pour les voitures qui seront mises sur le marché, qui pourront être commercialisées en Europe. Donc c'est un objectif de 25% de plastique recyclé, dont 25% en boucle fermée, donc issu de plastique obtenu à partir du recyclage de voitures usagées. Et donc ça, c'est un objectif que la profession vraiment soutient, qui ne doit pas, sur lequel on ne doit pas revenir en arrière, parce qu'on a un vrai besoin de stimuler la demande au niveau européen. C'est bien d'avoir des objectifs de recyclage, mais encore faut-il avoir des consommateurs pour ces matières recyclées. Donc on ne peut pas avoir des objectifs de recyclage sans contenu recyclé obligatoire pour les matières qui nécessitent encore d'être développées. Et donc le projet sur lequel on a obtenu un financement, donc il y a eu une annonce qui a été faite lors du salon de l'automobile, lors du mondial de l'automobile, par les ministres de l'industrie et de l'économie. Donc c'est un projet en partenariat avec un équipementier automobile, une start-up et puis des universitaires, pour développer le recyclage de plastique issu de pare-chocs pour produire des pare-chocs neufs et d'intégrer dans des pièces de nouvelles voitures, y compris des pièces visibles, des plastiques qui sont obtenus, enfin des plastiques recyclés qui sont obtenus à l'issue du broyage automobile. Donc ce sont des plastiques aujourd'hui un peu plus complexes à aller chercher. Et donc on est très content d'avoir été lauréat de l'appel à projet CORAM 2024, qui est un dispositif spécialisé sur la filière automobile et qui vise vraiment à pouvoir réintégrer dans les voitures des plastiques recyclés issus de l'automobile. C'est indispensable aujourd'hui. La filière de recyclage des plastiques, elle est, je pense que certains lisent la presse, hein, elle est quand même en difficulté parce qu'il y a un problème de compétitivité, une concurrence très rude face au cours des résines vierges en fait, qui sont indexées sur le baril du pétrole. Donc on est en compétitivité constante avec les matières fossiles. Et donc ce type de projet, pour qu'on puisse vraiment lever certains freins en fait à l'incorporation de plastique recyclé dans l'automobile,
nécessite un petit coup de pouce de la part des pouvoirs publics, et ça va nous permettre de travailler sur la reformulation avec les équipementiers automobiles des plastiques pour garantir que les propriétés mécaniques du recyclé soient compatibles avec les exigences des constructeurs. Et il y a aussi un réel besoin de sensibiliser le grand public pour que les plastiques recyclés puissent davantage intégrer des pièces visibles et qu'il y ait une prise de conscience que effectivement le recyclé peut avoir potentiellement un impact sur le visuel. Donc si on veut plus de circularité, plus de contenu recyclé, il faut aussi qu'il y ait un changement du côté du consommateur et également des constructeurs, bien sûr. Oui, c'est intéressant le témoignage de Tess et de le remettre en perspective sur les différents agendas. On a déjà la disparition des voitures thermiques à terme qui opère un grand chamboulement de l'industrie automobile et des équipementiers. Donc ça, c'est un mouvement qu'on doit gérer et sur lequel il y a une interrogation, hein, notamment de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, sur la pertinence de ce sujet-là, au regard notamment du coût pour les gens d'acquérir ces voitures qui sont effectivement beaucoup plus chères que les voitures thermiques. Donc ça, c'est un premier sujet. Après ça, il y a le sujet effectivement de la compétitivité des matières premières issues du recyclage, où là, j'ai évoqué les chiffres sur l'acier, mais on les vit effectivement sur le plastique. Et aussi, comment dire, de la taille de la boucle. On parle beaucoup d'économie circulaire. Il y a une forte incitation des pouvoirs publics vis-à-vis des constructeurs à ce qu'on fasse ce retour dans l'application, qui est un peu le Graal. Hein. Avec une bouteille, on refait une bouteille. Avec un pare-choc, on fait un pare-choc. Et ça, c'est un peu l'idéal. Sachant qu'en toile de fond, on voit ce mouvement de délocalisation de l'industrie automobile, hein, qui, pour des raisons de coût, s'éloigne de l'Europe occidentale, voilà, se loger au Maroc ou en dehors de l'Europe. Et donc aussi, on est un peu perplexe par rapport à ça. C'est-à-dire que, comment on renvoie vers l'automobile, mais est-ce que l'automobile sera toujours en Europe? Voilà, il y a toutes ces questions et d'où la complexité qu'on a à gérer sur ces sujets-là. Peut-être, Monsieur Bonnet, donc je vous laisse témoigner sur vous un peu des retours d'expérience aussi, pareil, assez concrets que vous avez pu, facilitateurs auprès des investisseurs français. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Peut-être un mot sur ABF Décision, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'on est un petit peu moins connus que mes deux camarades du jour. ABF, c'est une société de conseil. Nous sommes 150 personnes en France, situées dans 8 régions. Et notre métier est d'aider des entreprises et des structures publiques, mais principalement des entreprises, à aller chercher des financements publics. Donc on est dans le cœur du sujet, que ce soit au niveau régional, national ou européen. Moi, j'ai plutôt la casquette de l'européen au sein de l'entreprise. C'est pas pour ça qu'aller chercher du financement européen, c'est mieux que d'aller chercher du financement régional. C'est simplement extrêmement complémentaire. Il faut juste avoir une démarche adaptée, permet de partir de vos besoins, vos investissements et d'aller chercher les bons guichets de financement. Il y a déjà un message, moi, que je voudrais faire passer, avant de rentrer sur un ou deux exemples, c'est un message de dédramatisation. Je vais plutôt m'adresser aux PME parce que on sait que les grands groupes sont mieux structurés en interne pour aller utiliser ces financements, mais on a besoin des deux, on le sait tous. On a la chance, en tout cas en France, d'avoir énormément de financement public. Vous avez tous entendu parler de BPI-France, l'ADEME, la Caisse des dépôts. Je vais pas citer toutes les agences de financement de l'État ou les structures régionales, hein, conseils régionaux eux-mêmes, mais il y a énormément, alors c'est le nôtre certes, mais il y a énormément d'argent qui est fait pour financer la transition écologique au sens large et le recyclage. Et le sujet du recyclage et de la transition écologique au sens large est un des sujets les mieux financés aujourd'hui, que ce soit en région, en France ou au niveau européen. Ça existe et il ne faut pas s'en faire un monde. Alors, après vous avoir dit venez nous voir, on vous aidera, ça c'est un peu sommaire, il y a quand même énormément de moyens de s'informer. Je pense que vous êtes tous soit en relation, je m'adresse aux entreprises plutôt, mais avec soit BPI France, soit votre conseil régional, mais déjà discuter avec eux, il y a des aides. Si vous n'avez pas le temps de les monter, il y a des gens compétents pour les monter pour vous. Je voudrais passer ce message, il y a à peu près 50 milliards dans le cadre de France 2030. L'appel à projet Coram que Tess évoquait tout à l'heure, c'est un des appels à projet de France 2030.
Je peux vous donner l'exemple, par exemple, d'une entreprise dans le Nord qu'on a aidé à accompagner sur un projet qui est vraiment le cousin germain du Coram, qui s'appelle le Corifère. Le Corifère, c'est le ferroviaire, comme son nom l'indique. Le Coram, c'est l'automobile. Voilà, il y avait le groupe Fevlet, et il a embarqué dans sa roue. C'est souvent comme ça que ça se passe avec les petites entreprises. Un certain nombre de PME, fournisseurs, pour travailler sur une climatisation écologique qu'on met dans les trams. Voilà, c'est un exemple très concret. Plusieurs centaines de milliers d'euros pour ces PME, pour faciliter cette transition écologique, pour anticiper ces normes qui, parfois, vous cassent les bonbons, mais qui sont là ou qui arrivent. Et voilà, c'est vraiment... je tiens à le dédramatiser, ce ne sont pas des programmes et des démarches qui sont si compliquées à mener. Et le jeu en vaut la chandelle. Si je bascule sur l'Europe, il y a des très grands programmes, je m'adresse plutôt aux grandes entreprises, de type Innovation Fund, qui sont là pour financer la décarbonation. Plusieurs milliards d'euros. Si vos projets ont un fort impact sur l'évitement ou la réduction de gaz à effet de serre, c'est pour vous. Après, il faut quand même rentrer dans un certain nombre de cases. C'est des projets qui font minimum 2-3 millions d'euros, qui peuvent aller jusqu'à 500 millions d'euros. Mais là, si je m'adresse aux PME, mettez-vous dans la roue de vos clients. Et puis, c'est un programme pour lequel on a eu des résultats concrets pour certaines PME. Vous avez des programmes qui visent aussi à financer des projets de transition écologique comme LIFE, qui sont un peu plus soft, je pourrais dire, avec des taux de financement qui peuvent aller jusqu'à 95% sous forme de subventions. Si vos développements ont un fort impact sur le climat et que vos résultats, que vous avez l'habitude de travailler par exemple avec des collectivités, c'est un programme qui peut être fait pour vous. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert de tous les programmes parce qu'on y serait jusqu'à demain. Le message que je veux vous passer, c'est si vous avez des investissements et que vos projets ont un impact sur la transition écologique, et forcément ils en ont, surtout si vous êtes membre de FEDEREC, je fais aussi un petit peu de pub à mon petit camarade à ma droite, il y a de la place pour vous, il y a des cases à exploiter pour vous et c'est pas très compliqué. Merci Olivier. Et effectivement, rappeler peut-être la structuration de FEDEREC, puisqu'il y a une compétence par métier avec nos 12 filières, nos différentes commissions, et l'écosystème des partenaires est extrêmement riche. C'est un peu la boîte à outils. Et donc aujourd'hui, le club partenaire regroupe une 70 entreprises, donc c'est assez considérable et on veut les remercier puisque donc ils contribuent, je dirais, à la fois au budget de FEDEREC de manière importante, à son dynamisme, voilà. Et donc rappeler cette boîte à outils, et donc vous invite à tous à venir sur notre site internet à regarder les différentes compétences. Je voulais mettre aussi en exergue un point qui a été évoqué hier par l'ADEME, c'est au terme de financement, c'est le budget des éco-organismes. Aujourd'hui, les éco-contributions sont à peu près aux alentours de un peu plus de 2 milliards d'euros. Et il y a une trajectoire théorique qui devrait amener à 7 ou 8 milliards d'euros d'éco-contributions. Et donc il y a un vrai défi collectif de flécher cet argent de manière utile au bénéfice de l'industrie du recyclage. Et donc ça, c'est aussi des outils. Donc il y a un cadrage à faire entre les financements publics et ces financements des filières. L'intérêt des financements des filières, je dirais, à contrario de la TGAP, vous savez, où c'est cette taxe générale sur les activités polluantes, on imaginait un peu de manière naïve de dire, voilà, elle est prise sur ce qui va en gros en stockage ou en incinérateur, et cet argent, on pourrait le flécher tout naturellement sur le recyclage, l'économie circulaire, etc. C'est pas ce qui se passe. Cette taxe, elle remonte dans le budget général de l'État. Donc ce débat-là, malheureusement, dans le contexte actuel français, ce sera difficile, mais il y a cet argent des éco-contributions. Et voilà, tout le défi qu'on a collectivement, ça va être d'organiser la chaîne de valeur de manière à ce qu'on puisse redonner de la visibilité à l'investissement, de garantir une rentabilité aussi des différents projets. Et donc ça fait l'objet d'une proposition une PPL, une proposition de loi portée actuellement par le Sénat et peut-être demain par le gouvernement, que FEDEREC pousse de manière à aligner, je dirais, les planètes, et que cet argent venant des éco-contributions, voilà, serve au développement de l'économie, serve aussi les enjeux de souveraineté, ce qui n'était pas l'idée initiale de la loi AGEC, quand on a fait la feuille de route économie circulaire, quand on a imaginé la loi AGEC. La loi AGEC voulait répondre à un problème et qu'a évoqué Tess, c'est de dire on pousse
des déchets dans nos installations, maintenant il faut pouvoir avoir une pompe aspirante et donc pousser l'incorporation. Et puis est passé par là la crise Covid, la crise avec l'Ukraine. Et donc la question de la souveraineté revient sur la table. Et aujourd'hui, effectivement, dans beaucoup de textes, se pose la question de la souveraineté. Et voilà, est-ce qu'on saura en France être suffisamment intelligent pour mettre tout ça en musique de manière vertueuse, tout en préservant, je dirais, les différentes entreprises, et notamment les PME, de ne pas déstructurer l'implantation dans les territoires. Tess, vous voulez rebondir ? Oui, je voulais rebondir sur les questions de souveraineté en présentant un autre projet qui est vraiment tout à fait dans cet axe-là, qui est le recyclage du cuivre, puisque un des projets que nous avons réalisé, qui a été soutenu par le plan de relance, donc c'était le plan de relance pour l'industrie dans les secteurs stratégiques, c'était justement une usine que nous avons montée en Hauts-de-France près de Valenciennes pour recycler les câbles électriques et produire des grenailles de cuivre recyclées qui peuvent alimenter directement les affineries européennes de cuivre et retourner dans les câbles, dans la fabrication de câbles. Auparavant, ces câbles étaient exportés en dehors de l'Europe parce qu'il n'y avait pas suffisamment de capacité de recyclage. La volonté du groupe de Richebourg, ça a été de faire de l'intégration verticale sur ce flux de déchets spécifiques, puisque notre maillage d'installation qui s'élève à plus de 200 sites en France permettait d'avoir un gisement en interne suffisant pour alimenter nos propres installations. Donc après une ligne pilote qui était vers Chalon-sur-Saône, on a inauguré en juin cette nouvelle installation dans le nord de la France pour recycler des câbles issus de voitures, de déchets électriques électroniques, des infrastructures de réseau, également des câbles dans le bâtiment, dans la démolition industrielle. Et donc on arrive vraiment à obtenir une pureté de grenailles de cuivre qui permettent de produire directement des câbles à l'issue du processus d'affinage. On ne fait pas l'affinage, on reste sur du recyclage mécanique. Et donc là, tout l'enjeu avec la transition écologique et la forte demande de câbles qu'il va y avoir, on va pouvoir produire des câbles à partir de recyclés et dépendre un peu moins du minerai de fer. Après, tout l'enjeu est sur la disponibilité en France et en Europe d'affineries de cuivre qui sont capables de consommer le cuivre recyclé que l'on produit. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est notre enjeu sur toutes les matières, d'arriver à relocaliser des industries en Europe, mais avec tous les enjeux de compétitivité qu'évoquait Manuel Burnand en préambule. Donc on est quand même, les recycleurs, très dynamiques sur l'innovation, l'investissement, mais on a quand même ces enjeux de visibilité qui ne sont pas forcément au rendez-vous et qui ne nous empêchent pas d'investir. Je pense que les subventions, c'est aussi un levier pour encourager les industriels à y aller, mais c'est pas suffisant pour garantir la rentabilité d'un projet. Donc c'est un bon levier à actionner. C'est pas ça qui garantit la viabilité du projet. Donc il faut quand même que le projet soit très solide avant de se lancer dans la démarche. Mais oui, je vous rejoins, c'est des choses qu'il faut déployer, que ce soit en interne ou avec des cabinets de conseil. Il y a nous on mobilise aussi des fonds régionaux. Là c'était donc un fonds plan de relance, donc un fonds c'était BPI. Et voilà, il y a quand même plusieurs fonds à aller mobiliser qui donnent aussi de la visibilité au projet. Merci. Peut-être laisser la parole s'il y a des questions dans la salle de Notès qui est à ma droite là. Voilà, il y a beaucoup de gens, je sais, j'en connais quelques-uns parfaitement avertis sur ces sujets-là. Voilà, on peut continuer les échanges, mais je pense que c'est intéressant à ce stade s'il y a des questions par rapport à ce qui a été exposé. D'habitude, c'est Christophe qui démarre. Donc. Oui, merci et bonjour et bravo pour le sujet, parce que je crois qu'actuellement, dans les communiqués que la presse spécialisée reçoit, il y a de plus en plus, presque 2 fois par semaine en ce moment, des alertes rouges sur ce problème de la chute de l'industrie, en particulier, pas seulement la sidérurgie. Je rappellerai aussi que commence en Corée du Sud cette semaine la théoriquement dernière réunion du traité contre... Alors, un traité qui au départ devait être un traité international pour lutter contre la pollution, qui devient un traité international pour lutter contre la production, ce qui est complètement aberrant. Et ça, non, je veux dire, il faut regarder les choses. Est-ce qu'on peut faire des voitures légères, électriques éventuellement, sans plastique ?
C'est une question. Voilà. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'inquiète le plus en tant que journaliste, c'est de regarder l'incapacité des politiques en ce moment, en tout cas en France, et aussi à la Commission de Bruxelles, à chercher de vraies solutions et à prendre des décisions. Il ne s'agit absolument pas de faire de l'Europe la première puissance du monde, comme voudrait Trump aux États-Unis. Il s'agit simplement d'être réaliste et de poser l'avenir de centaines de milliers d'emplois que vous représentez dans vos entreprises, réellement, aussi. Mais en production primaire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois absolument pas grand monde ou très peu de personnes qui vont se réunir pour chercher de vraies solutions, arrêter de dire oui, les importations chinoises, ou, etc. C'est très bien, mais ça fait X années qu'on parle du danger des exportations d'acier ou d'autres chinoises, mais que personne ne fait rien, politiquement et réellement, pour les stopper. Bah, peut-être sur la question qui est posée, je pense que l'action politique, moi je suis assez frappé de la puissance politique d'action du MEDEF. Fédérec était la 100e fédération à rejoindre le MEDEF, c'était il y a 1 an maintenant, et donc on est très impliqué sur ce sujet-là, et je vois à quel point la proximité, et vous regardez ne serait-ce que sur le projet de loi de finances, toutes les propositions qui ont été formulées par le MEDEF vis-à-vis de l'État. Et donc tous ces sujets-là sont largement abordés, ils sont maintenant partagés avec l'Italie et l'Allemagne, donc ça c'est quand même un élément nouveau. En tout cas, voilà, je pense que les entreprises sont une force politique. Ce sont les entreprises qui permettent à un État-nation de vivre, d'assurer les écoles, les routes, etc. Donc forcément que le destin de l'entreprise est directement lié au destin politique d'un pays. Donc ça c'est une première évidence. Et après ça, effectivement, nous en tant qu'entreprise de recyclage, on est au cœur de ces enjeux. On participe à ça. Voilà, après ça, la question, je vais laisser peut-être Olivier rebondir, peut-être attraper le micro, comme ça c'est plus facile. Oui, merci Christophe pour cette question par rapport au plastique et ce traité global des plastiques, effectivement. Et pour les informations que nous avons jusqu'à maintenant, parce que ça fait quand même 2 ans que ce traité est en cours de discussion au niveau international, puisque c'est l'Organisation des Nations Unies qui porte ce projet, bon, c'est très décevant. Nous, évidemment, dans la profession, on a pointé ce qui nous paraissait une évidence pour la solution à apporter, en tout cas une des solutions, parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est une question complexe. Mais enfin, ce qui nous paraissait une évidence, c'est qu'au niveau mondial, il y ait des obligations d'incorporation de plastique recyclé dans les objets neufs. Enfin, je veux dire, si on dit que les plastiques posent un problème parce qu'il y en a dans les océans, dans les rivières d'abord, puis dans les océans ensuite, et sur les plages, etc. Bon, oui, bah, si on met en place des obligations d'incorporation de recycler dans les objets neufs, on va créer un marché. Pour le moment, le grand problème, je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est toi qui le disais, Tess, tout à l'heure, on a un problème sur le marché des plastiques. Mais c'est sûr, je veux dire, pour le moment, les plastiques neufs sont très bon marché, ils arrivent en masse, que ça vienne d'Asie, de Chine ou du Moyen-Orient. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas un processus qui permet d'attirer les matières plastiques dans la réincorporation des objets neufs, eh bien, on va continuer à jeter le plastique. Enfin, après tout, pourquoi pas? Voilà. Bon. Alors, malheureusement, puisque c'est à Busan, hein, tu disais en Corée du Sud que ça se passe, ben, nos informations, c'est qu'aujourd'hui, du fait des jeux, évidemment, c'est des centaines d'acteurs qui sont autour de la table, puisque c'est international. Donc, comme tous ces systèmes multilatéraux, c'est des éléphants qui accouchent d'une souris, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont accoucher d'un accord volontaire. On sait ce que ça veut dire un accord volontaire. Ça veut dire qu'il n'y aura rien, quoi. Voilà. On connaît les accords de volontaire dans la profession depuis longtemps. Il n'y aura rien. Nous, on avait demandé des obligations d'incorporation, comme ça a été mis en place en Europe. Et aujourd'hui, l'Europe, ayant mis en place ce marché d'obligations d'incorporation, c'est le seul marché au monde où la matière recyclée a du sens. Et aujourd'hui, on est envahi effectivement en Europe par toutes les matières recyclées plastiques du monde entier qui viennent en Europe, se vendre en Europe, parce que c'est là qu'il y a le seul marché de la matière recyclée avec ces obligations européennes d'incorporation. Je veux dire, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Manuel, c'est-à-dire qu'on a systématiquement jusqu'à maintenant en Europe créé des situations extraordinaires en Europe, mais dans lequel, évidemment, à partir du moment où il n'y a aucune barrière nulle part, c'est pas moi qui vais dire qu'il faut appeler à des barrières. Moi, je suis pour le commerce libre, mais de toute évidence, si on crée un marché des matières recyclées en Europe, il faut être conséquent à un moment donné et dire, ben, si on veut que ça soit
profitable pour l'industrie du recyclage européenne, il faut faire quelque chose pour éviter qu'on soit submergé par des plastiques recyclés qui arrivent du monde entier. Et donc malheureusement, le traité que tu citais, pour le moment, s'oriente vers ça. Des accords volontaires qui vont évidemment donner finalement rien. Voilà, c'est ça. Hein. Et peut-être pour compléter la réponse, sur la question politique que tu poses, il y a la question du prix de l'énergie. Enfin, c'est quelque chose comme tout le monde a compris. Hein. Et les chiffres qui circulent, enfin, on est à l'entour de 60-70 euros du mégawattheure en Europe, autour de 20-25 aux États-Unis et autour de 30 en Chine. Et donc ça, c'est quand même une difficulté majeure qu'on a. Il y a la question de la disponibilité de la ressource. La France, elle a quoi? Elle a du vent, du soleil. Voilà, on a condamné un peu l'extraction minière. Donc, et puis le temps de relancer, si on veut ouvrir des mines, ça va prendre 10 ans. Donc voilà, il y a ces espèce de principe de réalité. Voilà, cet examen de conscience qu'est en train de faire l'Europe. Entre la surcharge administrative et malheureusement ce handicap du coût de l'énergie, c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, de ce point de vue-là, je pense que les REP, si on prend un peu de hauteur, peuvent être une opportunité, puisqu'il s'agit quelque part de prendre de l'argent au niveau des metteurs en marché, y compris des importateurs, et de capter une partie de cette ressource pour, je dirais, essayer de préserver ce qui peut être fait au niveau de l'Europe. Voilà, en tout cas, je ne vois pas trop d'autres options vu les handicaps qu'on a par ailleurs. Bonjour, moi je suis M. Gianpaolo Bertoletti, MPE Média, la même revue que Christophe, matières premières, énergie décarbonée, recyclage, etc. Alors, effectivement, je voulais intervenir sur l'énergie, parce qu'en Europe, quand on parle de 60-70, c'est plutôt l'intention actuelle des dirigeants politiques. Parce que quand on va au Portugal, le mégawattheure, il est à 27 €. Eh bien, on comprend bien que le Portugal se développe à un développement beaucoup plus important. D'ailleurs, l'Europe, les 30 glorieuses, c'était l'énergie à bas prix. Ça a été stoppé par la crise du pétrole et depuis le déclin industriel européen, qui en Allemagne est encore différent parce qu'ils se sont beaucoup développés avec l'automobile, le moteur thermique, qu'ils ont condamné par la décision de l'Union européenne de passer à l'électrique, mais petit à petit, tandis que les autres pays, les autres continents, États-Unis qui a son gaz de schiste, la Chine qui a son charbon, etc., ils ont continué dans la lancée. Nous autres Européens, on a commencé à payer l'énergie très très cher et à partir de là, on a commencé le déclin industriel. Qui dit déclin industriel dit déclin aussi du recyclage. Parce qu'autrement, qu'est-ce que j'en fais moi de votre plastique? Excusez-moi, à la maison, j'en consomme pas. Mais je vais dire à titre personnel, mais ça, c'est une première des choses qu'il faudrait que ça remonte au plus haut niveau et que vous pouvez faire en tant que FEDEREC, en tant qu'EURIC et ceux qui sont aussi actifs au niveau des institutionnels. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette énorme bureaucratie qui freine absolument, parce que si je dois, moi, avant d'être comme ça maintenant dans la presse, mais j'étais directeur commercial dans les matières premières pour l'industrie. Quand il fallait monter un projet, on me disait tout de suite, tu m'embauches une personne et avec cet argent, on va la payer pour toutes les formalités. C'est en gros pour une PMI française, c'était ça. Donc je laissais tranquillement laisser tomber, etc. Et après, on y arrivait par d'autres moyens. Malheureusement, c'est ça le phénomène. Effectivement, quand on va chez des institutionnels style BPI, la Caisse de dépôt, les conseils régionaux et autres, on est déjà un peu plus aidé, mais c'est une galère, c'est une galère de tous les jours. Et j'ai dû laisser tomber des projets, je parle d'il y a 10 ans et plus, à cause de la paperasse bureaucratique. Ceci dit, je voulais demander à Derichebourg, excusez-moi Madame Pozzi, est-ce que vous avez aussi des projets de recyclage des déchets électroniques? J'en suis totalement ignorant, veuillez m'excuser. Oui, on a une quinzaine d'installations de recyclage de déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E en France. Et justement, on en a 3 nouveaux qui sont en train d'être... qui sont en cours d'installation sur les ballons d'eau chaude. Donc
les cumulus, voilà, qu'on a chez nous, hein, pour chauffer l'eau. Ce sont des déchets électriques électroniques qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de solution de recyclage adaptée parce que ces ballons d'eau chaude contiennent des mousses des mousses en fait pour isoler le ballon et conserver l'eau chaude, qui contiennent des gaz fluorés, donc des gaz un peu le même type de gaz que ce qu'il y a dans les CFC, que ce qu'il y a dans les réfrigérateurs, et donc il faut dépolluer. Et donc là, il y a eu un appel à projet d'écosystème, qui est un des éco-organismes sur la filière déchets électriques électroniques, pour structurer un schéma industriel au niveau français pour monter en fait des installations qui ne sont pas soutenues par l'éco-organisme, hein. Ce sont des investissements portés directement par les industriels. Donc il y aura 6 unités en France, dont 3 du groupe de Richebourg, en région Grand Est, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce sont des installations qui vont être dédiées au recyclage des ballons d'eau chaude, qui vont aussi pouvoir recycler les panneaux sandwich, donc c'est les panneaux d'isolation du bâtiment, et potentiellement aussi les vitrines de réfrigération des grandes surfaces dans les supermarchés. Donc constamment, on doit développer quand même des solutions dédiées. C'est vrai que le grand public ne se rend pas compte que nous avons des installations dédiées par typologie de flux. On a des usines pour les frigos, des usines pour les petits appareils, des usines pour les machines à laver. Enfin, c'est très structuré dans l'objectif d'atteindre des taux de performance, de dépollution, de recyclage. Mais ce sujet des matières recyclées en sortie, il se pose de la même manière pour toutes ces installations. Et donc, nous, on investit pour développer des unités un peu de niche, hein, très spécialisées sur des flux. Encore faut-il qu'on ait les industriels, que ce soit sur la sidérurgie. Enfin, c'est vrai que nous, on est très inquiets au niveau de Richebourg parce qu'on est un gros acteur de la production d'acier recyclé. Quand on voit les annonces d'Arcelor ou d'autres acteurs européens, hein, parce qu'on travaille avec différents acteurs, c'est quand même très inquiétant on parle beaucoup de circularité d'acier vert, sur la place du recyclage en Europe, finalement. Monsieur Bonnet, un petit témoignage, on est approche de la fin, là on va se donner quelques minutes pour clôturer, voir s'il y a encore une ou deux autres questions. Je réagis au propos de monsieur sur je reprends votre expression, la galère des dossiers, et c'est pas complètement faux. Certains sont très faciles, certains sont très galères. Je pense que c'est vraiment la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer 20 jours de galère pour aller chercher 400 ou 500 000 euros? On peut se poser aussi la question comme ça. C'est très froid. Bien sûr que c'est toujours un petit peu plus complexe, puis on ne gagne pas à tous les coups. Mais je pense que vu les turbulences actuelles de la profession au sens large, des réglementations qui arrivent, et l'argent qu'il y a disponible encore, hein, puisqu'il est sanctuarisé sur France 2030, il est a priori sanctuarisé, et sur la Commission européenne, il est sanctuarisé jusqu'en 2027 à travers un certain nombre de programmes. Je considère que c'est quelque chose à utiliser pour les entreprises. Voilà. Mais comme le disait Tess tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. Aller chercher de l'argent à la Commission européenne ou à l'ADEME ou chez BPI, c'est pas une fin en soi. Il faut des projets, il faut envoyer des factures. C'est la vocation d'une entreprise avant tout. Simplement, parfois, que ABF soit dans le circuit ou pas, les décisions se font comme ça au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent se faire parce qu'il va y avoir le mécanisme de l'aide publique et que les investissements seront moindres et que la rentabilité sera au rendez-vous. Voilà. Mais évidemment, aller chercher des aides publiques n'est pas une fin en soi. Avant tout, c'est développer des projets, recruter et envoyer des factures. Faut oublier la base. Hein. Non, mais je vous remercie beaucoup pour votre témoignage parce que, enfin, nous, on le voit bien, c'est devenu une véritable professionnalisation. C'est-à-dire que, en l'espace surtout les 20 dernières années, c'est vraiment clair que ce travail de construire un projet, de le présenter, il y a véritablement une professionnalisation qui s'est mise en place. On ne peut plus aujourd'hui bricoler comme ça a été une certaine époque, effectivement, dans une PME, d'arriver surtout au niveau européen. Hein, ça, c'est absolument clair. Et ça fait déjà un moment que c'est devenu un véritable acte professionnel. Donc, des entreprises comme ABF ont véritablement quelque chose à nous apporter parce que nous,
On n'a plus les moyens, d'une part, on les a jamais trop eus du point de vue personnel, parce qu'on n'a pas le temps, voilà, bon ça c'est clair, mais vraiment en plus, il y a cette dimension professionnalisation sur la façon de construire, de préparer les dossiers, d'avoir vraiment un feedback, parce qu'il y a beaucoup d'expériences accumulées que nous n'avons pas. On fait quoi? On répond à un projet de temps en temps, vous voyez, à un appel d'offres de temps en temps. ABF l'en fait tous les jours. Bon, donc automatiquement, des entreprises comme ça peuvent nous apporter quelque chose, et je pense que c'est vraiment important de le dire aujourd'hui. Vous me faites penser à une chose en vous écoutant attentivement. Évidemment, quand une entreprise monte ce dossier, elle va chercher de l'argent. On le sait tous, c'est d'abord. Mais c'est un mot que vous avez utilisé sur la construction d'un projet. Il y a aussi d'autres retombées. Alors certes, quand on perd, il y a une grande déception. On l'évoquait tout à l'heure d'ailleurs, avant notre table ronde. Mais ne sous-estimez pas le caractère structurant de répondre à ces appels à projets. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a 5 millions au bout, c'est mieux. C'est le but. Mais répondre à ces appels à projets, c'est aussi s'obliger à structurer son projet, faire un planning, faire un budget, mettre des équipes en face sur une période donnée. Et que vous le fassiez en interne ou que vous le fassiez accompagner, il va y avoir un vrai effort de structuration que le financeur, appelons-le ADEME ou Commission européenne, vous oblige à faire. Et c'est extrêmement structurant. Je vais même vous dire, le dossier lui-même a de la valeur. Écoutez, merci, on est à 59, donc je voulais vous remercier voilà, de votre attention, d'avoir été courageux pour suivre ces grands débats, et puis on vous donne rendez-vous pour la suite de nos événements, et à bientôt à tous.